Donc, j'ai le plaisir de présenter Louis Rouquayrol, qui est en quelque sorte l'architecte de l'ensemble de cette journée. Louis Rouquayrol donc, est postdoctorant au CNRS, à l'IRIM et à la Maison française d'Oxford. Alors, en quelques mois seulement, il a fait l'exploit de publier non pas 2, mais 3 livres, à savoir donc Descartes et la culture des esprits, du bon sens au sens commun chez Honoré Champion, Découvrir Descartes également aux éditions sociales, et qui n'est pas encore en librairie mais que j'ai déjà entre les mains, La sagesse ordinaire, Descartes, philosophie pratique. Donc un titre qui a été suggéré ce matin comme un bon titre, je crois. Louis va nous parler du thème suivant, donc Descartes et le problème de la collaboration scientifique. Et je te passe la parole sans plus tarder. Merci beaucoup Jean, merci. Alors je commencerai, si vous m'y autorisez, par une formule que j'ai longuement méditée, qui a déjà été citée un certain nombre de fois, donc quitte à la rabâcher. C'est celle qui ouvre le discours de la méthode: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Alors cette formule, quel que soit par ailleurs son contexte exact d'énonciation, continue de nous interpeller en mettant sur le devant de la scène un certain usage de l'idée d'égalité. Je poursuis la citation, ça a déjà été fait, mais je ne peux pas résister au plaisir. La puissance de bien juger, distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Alors il me semble que cette formule résonne surtout assez fortement avec le programme d'une vaste entreprise d'avancement collectif des sciences qui est déployée par Descartes dans la 6e partie du même discours de la méthode, dont l'exposé culmine avec une déclaration suggérant que, je cite, « Joignant les vies et les travaux de plusieurs, nous allassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun en particulier ne saurait faire. » Alors s'il faut considérer que tous les êtres humains sont égaux sous le rapport de leur disposition intellectuelle élémentaire, n'était-il pas naturel que Descartes envisageât la possibilité pour chacun d'apporter sa pierre à l'édifice? Le savoir cesserait donc d'être une affaire de spécialistes, tout le monde serait convoqué pour le faire croître. Un scrupule pourtant doit nous arrêter. Quelques lignes plus tôt, juste avant le passage que je viens de citer, Descartes n'inclut dans cette vaste entreprise de rénovation des sciences que ce qu'il appelle les bons esprits. D'où un véritable problème, qui sera celui qui va constituer mon fil conducteur aujourd'hui, de l'égal partage du bon sens à la participation de tous dans un plan de rénovation et d'avancement des sciences. La conséquence est-elle à ce point directe et indiscutable? Bon, vous le verrez, la réponse est plutôt non. Alors plutôt que d'envisager le problème à ce niveau de généralité, je voudrais aujourd'hui offrir quelques pistes de réflexion sur les diverses formes au travers desquelles Descartes a effectivement pensé et pratiqué la collaboration scientifique. 3 formes retiendront successivement mon attention, ça va être un exposé un peu démembré, il n'y aura pas de rapport entre les différents moments, pas de rapport direct. 3 formes à propos desquelles on trouve surtout des développements dans la grande vie de M. Descartes, d'Adrien Baillet, publié en 1691, 41 ans après la mort du philosophe. Et je signale, puisque nous avons l'éditrice dans la salle, la réédition par Annie Bitbol-Espériès, la réédition savante de cette édition aux belles lettres, de cette biographie, aux belles lettres en 2022. Alors les 3 formes qui vont retenir successivement mon attention, ce sont l'amitié. Deuxièmement, l'esquisse en 1648 d'école publique pour les artisans à Paris. Et troisièmement, le projet d'une académie des sciences imaginée par la reine Christine de Suède, qui en avait fait dresser les statuts par Descartes. Ce que je m'attacherai à faire à chaque fois, pour qu'il y ait quand même un peu de rapport entre les différents moments de mon exposé, c'est de mesurer la place que l'égalité, et en particulier l'égal partage du bon sens, sont destinés à jouer dans ces formes de collaboration. Alors je commence donc avec l'amitié. La première moitié du XVIIe siècle constitue, sur le plan de la collaboration scientifique et des institutions du savoir, une véritable période de transition. On passe d'un régime de collaboration qui est fondé sur l'amitié, le compagnonnage, celui que les humanistes de la Renaissance s'efforçaient notamment de maintenir entre eux, qu'on appelait à l'époque la sodalitas literatorum. On passe donc de cette sociabilité privée, entre amis, à une sociabilité de plus en plus contrainte et régulée avec l'apparition des grandes sociétés savantes européennes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Accademia del Cimento en 1567, Royal Society en 1660, Académie des sciences en 1666 et l'Académie des sciences en Allemagne en 1700.
À la période qui nous intéresse, dans la première moitié du XVIIe siècle, l'amitié, et singulièrement dans un langage un peu cicéronien à l'époque, les lois de l'amitié, jouent encore un rôle déterminant dans la pratique collaborative de la science. On le voit dans les pratiques du plus grand réseau scientifique européen de la première moitié du XVIIe siècle, c'est le réseau de l'ami parisien de Descartes, Marin-Mersenne. Toutes les pratiques scientifiques entreprises en commun se font au nom de l'amitié des participants. À cet égard, et si je puis dire comme souvent, Descartes occupe une position singulière. Pour vous le montrer, je partirai d'un exemple. C'est le récit d'une amitié aussi célèbre qu'inattendue, celle de Descartes avec Dirk Rembrandt, pardonnez-moi pour la prononciation, 1610-1682, c'est le premier texte de l'exemplier, qui, selon donc la prose de Adrien Baillet, était un paysan exerçant le métier de cordonnier dans l'un des villages les plus reculés et les plus obscurs des Provinces-Unies. Après avoir été traité de mendiant, tout ça est raconté dans le texte que je ne lirai pas dans le détail, après avoir été traité de mendiant par les gardes suisses de Descartes à Egmont, après être revenu plusieurs fois à la charge pour obtenir un entretien avec le grand philosophe, Rembrandt sera finalement reçu par Descartes, dit Baillet, au nombre de ses amis, sans que la bassesse de sa condition le lui fît regarder au-dessous de ceux du premier rang. Alors pourquoi Descartes a-t-il noué amitié avec Rembrandt? Pourquoi a-t-il décidé de l'instruire, de lui communiquer sa méthode, comme dit Baillet, à tel point que Rembrandt est devenu l'un des plus grands astronomes de son siècle? Faut-il ici se figurer un effet de la générosité de Descartes, sa volonté de collaborer avec tout le monde, chacun, même un cordonnier, ayant suffisamment de bon sens pour apporter sa contribution à l'effort commun? Alors c'est le récit qu'on fait d'ordinaire de cette amitié. Mais ce qu'il faut surtout considérer, me semble-t-il, dans cette anecdote, c'est l'effet produit sur Descartes par la force d'un certain caractère. Rembrandt se signale, selon les mots de Baillet, par son ardeur et sa persévérance. Mais ce qu'il faut également noter, c'est la reconnaissance par Descartes, dit Baillet, sur le champ, de l'habileté et du mérite du cordonnier. Un détour un peu technique par la théorie cartésienne de l'amitié permettra d'expliquer cette amitié singulière entre Descartes et un cordonnier. L'amitié est, selon Descartes, une sorte ou espèce d'amour, à distinguer de l'affection et de la dévotion, qui sont les deux autres sortes ou espèces d'amour. Dans l'amour, considère Descartes à l'article 80 des Passions de l'âme, je le cite, « On imagine un tout duquel on pense être seulement une partie et que la chose aimée en est une autre. » On retrouve là le mythe de l'androgyne évoqué par Marie-Frédérique Pellegrin tout à l'heure. Descartes précise à l'article 83, je le cite, que lorsqu'on estime l'objet de son amour moins que soi, c'est-à-dire lorsque dans le tout qu'on se représente constitué avec lui on est une moindre partie, on n'a pour lui qu'une simple affection. Lorsqu'on l'estime à l'égal de soi, cela se nomme amitié, et lorsqu'on l'estime davantage, la passion qu'on a peut être nommée dévotion. S'agissant de toutes les espèces d'amour, et donc de l'amitié en particulier, il faudrait cependant distinguer ce qui relève de la passion à proprement parler, de ce qu'il faut caractériser selon le vocabulaire de Descartes comme une émotion intérieure de l'âme. Alors pour aller à l'essentiel, et je donnerai très vite un exemple pour essayer d'être plus concret, ou bien l'amitié qu'on ressent pour quelqu'un est causée dans l'âme par certains mouvements du corps, sur lesquels nous n'avons pas de réelle maîtrise, ou bien l'âme est à l'initiative du jugement qu'elle forme sur la personne digne d'être appréciée, et par suite l'âme est à l'initiative de l'émotion qu'elle éprouve à l'occasion de ce jugement. Alors comme je vous le disais, un exemple va permettre de mesurer l'importance de cette distinction. Dans la lettre à Pierre Chanu du 6 juin 1647, à la question qui lui est posée par Chanu, « Faut-il un amour égal pour tous les hommes puisqu'ils sont tous également hommes ?» Ça c'est la question que lui pose Chanu. La réponse de Descartes est la suivante. « Nous ne sommes pas, dit-il, capables, je le cite, d'aimer également tous ceux en qui nous remarquons des mérites égaux. Je crois que nous sommes seulement obligés de les estimer également. Et que le principal bien de la vie étant d'avoir de l'amitié pour quelques-uns, nous avons raison de préférer ceux à qui nos inclinations secrètes nous joignent, pourvu que nous remarquions aussi en eux du mérite. » Bref, dans la plupart des circonstances, et Descartes n'a peut-être pas tort ici, l'amitié est une affaire d'affinité, et seulement ensuite une question de jugement sur les mérites de l'ami. Le caractère toujours singularisé de la relation amicale paraît ineffaçable, et vouloir exciter en soi, par le jugement que les hommes sont tous également hommes, une amitié s'étendant à l'humanité tout entière, semblerait à Descartes une idée bien chimérique. D'où l'amitié singulière entre Rembrandt et Descartes qui rend possible leur collaboration. Il remarque immédiatement son mérite, il est frappé par certaines de ses qualités de tempérament qui produisent entre eux une affinité
secrète, comme dit Descartes. Alors il faudrait apporter à cette présentation au moins deux nuances. Vous allez voir, elles ont leur petite importance. D'un côté, il y a les développements que Descartes consacre dans la lettre à Voetius à la charité. La charité, c'est, dit-il, je le cite, « cette sainte amitié que nous portons à Dieu et à cause de Dieu à tous les hommes en tant qu'ils sont aimés de Dieu ». Avec, en fait, dans ce texte, en toile de fond, le rôle social du prédicateur ou du ministre religieux qui devrait, en principe, pouvoir être regardé comme, dit Descartes, des amis communs au genre humain. Donc là, vous voyez, on a un cas d'amitié qui s'étend au genre humain dans son entier. Alors, plus important pour mon propos est l'apparition à l'article 83 des Passions de l'âme, il en a déjà été question ce matin, de la figure du généreux. Puisque l'amitié suppose une forme d'égalité, dit Descartes à l'article 83, je le cite, « à moins que d'avoir l'esprit fort déréglé, on ne peut avoir de l'amitié que pour des hommes. » Bon, ça exclut les animaux, par exemple. Je poursuis, « et ils sont tellement l'objet de cette passion qu'il n'y a point d'homme si imparfait qu'on ne puisse avoir pour lui une amitié très parfaite, lorsqu'on pense qu'on en est aimé, et qu'on a l'âme véritablement noble et généreuse. » Alors, les généreux chez Descartes, Thibault l'a montré ce matin, n'estiment en eux-mêmes et chez les autres que la bonne volonté, et ils n'accordent pas plus de valeur qu'il ne faut à la possession des autres biens, comme sont les honneurs, notez-le, ce sera important, l'esprit, le savoir, mais aussi la beauté et quelques autres perfections. Par ailleurs, et c'est une précision importante, cette bonne volonté, le généreux, suppose que tout le monde est capable de l'avoir. Donc il n'estime chez les autres que la bonne volonté, et il n'estime pas chez eux l'esprit, le degré de savoir, etc. C'est d'ailleurs pourquoi les généreux sont capables d'éprouver de l'amitié, moins pour l'humanité considérée comme un tout, que pour chacun des membres qui la composent, indépendamment de leur richesse, de leur beauté, de leur savoir, etc. S'avérant, dit Descartes, toujours parfaitement courtois, affable et officieux envers un chacun, les généreux n'haïssent personne et ils estiment tout le monde. Alors, quelle conclusion tirer de ce détour par la théorie de l'amitié qui, je l'espère, ne vous aura pas paru trop long? Essentiellement deux. Dans son régime le plus extraordinaire, c'est-à-dire là où elle est susceptible de recevoir l'extension la plus large, sous la forme de la charité chrétienne et de la générosité, la relation amicale paraît trouver son lieu propre dans la conduite de la vie, dans les questions morales ou pratiques, plutôt que dans la recherche de la vérité. J'en veux pour preuve, ce que je vous disais il y a un instant, le peu de valeur que le généreux accorde à la possession de l'esprit et du savoir. Il n'estime pas les gens en fonction de leur esprit et de leur savoir. Or, s'il est vrai que le bon sens, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est la chose du monde la mieux partagée, il est également vrai, selon une lettre de Descartes à Hogeland, que, je le cite, « sans avoir plus d'esprit que le commun, on ne doit pas espérer de rien faire d'extraordinaire touchant les sciences humaines. » Moyennant quoi, il est hors de question, au moment de se lancer dans une entreprise scientifique quelconque, d'être généreux. Lorsqu'on se lance dans une collaboration scientifique, mieux vaut s'assurer des qualités d'esprit et de savoir de ceux avec qui l'on est appelé à collaborer. Par ailleurs, et deuxième point, dans son régime le plus ordinaire, y compris lorsqu'elle constitue le ciment d'une collaboration scientifique, Descartes et Rembrandt par exemple, l'amitié suppose un mélange subtil d'affinités surdéterminées par les suggestions d'un certain environnement social, par des habitudes inscrites dans le corps, etc. Et elle suppose en outre l'amitié un ensemble de réflexions sur les mérites de l'ami. Alors pour partie à cause du principe élémentaire selon lequel les ennemis de mes amis sont mes ennemis, et pour partie à raison du fait qu'il ne saurait y avoir d'affinité sans qu'il y ait par ailleurs des antipathies, l'amitié pour certains nous conduit fatalement à avoir pour les autres, sinon du mépris, du moins de l'indifférence, si vous voulez. L'amitié scientifique est donc une relation privilégiée et ne saurait en aucun cas constituer le fondement d'une vaste entreprise de collaboration susceptible d'inclure tout le monde. Voilà, c'était le point à peu près auquel je voulais en arriver sur l'amitié, et c'est la raison pour laquelle désormais des institutions vont prendre le relais, et j'en examinerai deux, celles que je mentionnais en introduction. Alors, vous pourriez jusqu'à présent me reprocher la fâcheuse indétermination dans laquelle j'ai laissé le concept de collaboration. Y a-t-il d'ailleurs lieu, dans le cas qui a été mentionné, celui de l'amitié entre Descartes et Rembrandt, de parler de collaboration? Alors vous pourrez lire le texte dans le détail, mais il me semble surtout que cette collaboration est d'une nature un peu différente si l'on se réfère au récit offert par Baillet ou si l'on consulte les souvenirs de Rembrandt lui-même, parce qu'il a livré un récit, son propre récit de la rencontre avec Descartes. Baillet suggère que la collaboration est nettement dissymétrique, mais après tout c'est une forme de collaboration.
Le cordonnier, dit Baillet, se contenterait de bâtir une astronomie sur des fondements cartésiens et de développer en mathématiques l'analyse cartésienne. Bref, il n'inventerait pas grand-chose de nouveau. Quant à Rembrandt, il raconte une toute autre histoire, Descartes ayant proposé dès leur première entrevue, dit-il, une hypothèse pour calculer les longitudes à partir de la révolution des satellites de Jupiter, hypothèse qui, après quelques observations au télescope effectuées par Rembrandt lui-même, a donné lieu à des résultats que ce dernier qualifie d'une importance relative. L'hypothèse était fausse en réalité. Une équivocité similaire ressort de l'examen des établissements pour perfectionner les arts dont Descartes avait arrêté le projet en 1648 lors de son ultime voyage parisien auprès de Jean d'Alibert, trésorier général de France, si l'on se fie à Baillet qui constitue en la matière notre seule source. Je vais lire le texte qui est un peu long, ça fera un peu de repos. Je le cite. Ces conseils, ceux de Descartes, allaient jusqu'à faire bâtir dans le Collège royal et dans d'autres lieux qu'on aurait consacrés au public diverses grandes salles pour les artisans, à destiner chaque salle pour chaque corps de métier, à joindre à chaque salle un cabinet rempli de tous les instruments mécaniques nécessaires ou utiles aux arts qu'on y devrait enseigner, à faire des fonds suffisants, non seulement pour fournir aux dépenses que demanderaient les expériences, mais encore pour entretenir des maîtres ou professeurs, dont le nombre aurait été égal à celui des arts qu'on y aurait enseigné. Ces professeurs devaient être habiles en mathématiques et en physique, afin de pouvoir répondre à toutes les questions des artisans, leur rendre raison de toutes choses, et leur donner du jour pour faire de nouvelles découvertes dans les arts. Ils ne devraient faire leurs leçons publiques que les fêtes et les dimanches après vêpres, pour donner lieu à tous les gens de métier de s'y trouver sans faire tort aux heures de travail. Ça ressemble quand même un peu à du travail gratuit. Et M. Descartes, qui avait proposé cet expédient, supposant l'agrément de la cour et de M. l'archevêque, l'avait regardé comme un moyen très propre à les retirer de la débauche qui leur est si ordinaire aux jours de fête. Fin de citation. Alors je voudrais commencer par observer les principales caractéristiques de l'espace un peu utopique, espace à la fois géographique et social imaginé dans ce texte. Pour les artisans, nous avons un espace quadrillé, cloisonné, une salle pour chaque corps de métier, doublé d'un dispositif de contrôle exercé par le professeur affecté à chaque salle. Dispositif qui relève pour partie de la supervision scientifique, pour partie, vous l'aurez deviné à la lecture, de la surveillance morale. Pour le professeur, au contraire, un espace beaucoup moins clairement spécifié, rien n'interdisant en principe la circulation d'une salle à l'autre. C'est ce que paraît confirmer la nécessité de la part du professeur de faire preuve d'une habileté en mathématiques et en physique, laquelle suffit en fait dans la philosophie de Descartes à l'examen de toutes les questions relevant de la mécanique, quel que soit le corps de métier et donc la salle afférente à ce corps de métier. Alors avant même de se poser la question de sa nature collaborative, cet espace est-il de près ou de loin conforme à des éléments attestés dans le texte cartésien? Alors généralement, André Baillet est quelqu'un d'extrêmement fiable, mais ça n'empêche pas d'aller vérifier s'il y a du rapport avec ce que dit Descartes lui-même. Alors au-delà du problème récurrentement posé par Descartes du financement des expériences, il s'en plaint très longuement dans la 6e partie du discours de la méthode, on pourra songer principalement à 2 points. Premier point, la distribution de l'espace dans notre texte décalque la différence de nature entre compétences techniques et scientifiques, telles que Descartes la conçoit dès ses premiers textes, c'est-à-dire dès les règles pour la direction de l'esprit. Du côté des artisans, le cloisonnement de l'espace reflète le constat selon lequel, je cite la règle 1, « Celui qui ne s'adonne qu'à un seul art devient plus facilement le meilleur dans son art, parce que les mêmes mains ne peuvent se rendre aptes à cultiver les chants et à jouer de la cithare, ou à plusieurs diverses tâches de ce genre, aussi aisément qu'à une seule d'entre elles. » Du côté des professeurs, cette fois-ci, la possibilité dans notre texte de circuler d'une salle à une autre n'est pas sans évoquer le fait que, c'est toujours dans la règle 1, je cite, « Les sciences sont toutes tellement liées entre elles qu'il est bien plus facile de les apprendre toutes à la fois, et de passer donc de l'une à l'autre, que d'en séparer une seule des autres. » À quoi il convient d'ajouter, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai fait moi-même le rapprochement, que la science incarnée par les maîtres ou professeurs se définit par une habileté dans le texte qui, si elle ne se limite pas à une seule discipline, se traduit surtout par une capacité à résoudre toutes sortes de questions, habileté et questions. Or, ce sont justement les termes que Descartes utilise dans une lettre, alors en latin, à Hogeland du 8 février 1640, lorsqu'il définit la science, je le cite, comme une habileté à résoudre toutes les questions, et plus encore à trouver par sa propre industrie tout ce que l'esprit humain peut trouver dans une science donnée. Deuxième point de rapprochement. Le contrôle continu qui doit s'exercer sur les artisans est ajusté aux spécificités de l'activité technique dont Descartes n'a jamais négligé de tenir compte. Alors cette spécificité, elle présente une ambivalence qui est bien étudiée et sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder.
D'un côté, la supériorité de l'activité scientifique sur l'activité technique chez Descartes est rendue manifeste par la plus grande perfection des inventions techniques guidées par une connaissance scientifique préalable par rapport aux inventions techniques qui résultent de recettes empiriques transmises dans les corps de métier ou, si l'on veut, de routines qui sont le fruit de l'habitude plutôt que du raisonnement. Mais d'un autre côté, dans toute une série de situations, il arrive, c'est une expression fameuse de Descartes, que la pratique fasse honte à la théorie, c'est-à-dire qu'à raison de sa plus grande familiarité avec le détail des phénomènes, avec la granularité du monde matériel, le tâtonnement de l'artisan donne lieu à des découvertes que la science eût été bien incapable d'anticiper. Alors pour en revenir à notre texte, la présence dans chaque salle de ce que l'on pourrait appeler un référent scientifique est donc non seulement requise pour diriger l'activité technique, mais encore pour enregistrer progressivement les produits de cette activité qui sont en mesure de stimuler en retour la recherche scientifique. Il n'est pas aberrant pour caractériser donc dans notre texte les rapports entre activité scientifique et technique de parler de collaboration. Alors certes, une certaine hiérarchie entre des esprits plus ou moins cultivés sur le plan scientifique paraît en première lecture plus capitale pour cette institution, les écoles des artisans, que le principe d'un égal partage du bon sens. On notera cependant que le dispositif imaginé par Descartes laisse une place du côté des artisans à ce que l'on pourrait appeler un exercice du bon sens en situation, y ayant, dit Descartes par ailleurs, dans un texte du discours de la méthode, je le cite, « une part de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui importent », ou, autre formulation un peu plus loin, une part de vérité dans les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui se présentent. Alors, autorisez-moi pour conclure sur ce point, en espérant pas trop dépasser, non ça va, une hypothèse. Bien qu'isolé, ce texte ne fait en réalité, me semble-t-il, que reproduire à une plus vaste échelle un dispositif conçu par Descartes dès 1629, lorsqu'il invite l'artisan parisien Jean Ferrier à le rejoindre aux Provinces-Unies, où il habite depuis quelque temps, pour travailler au polissage des lentilles, pour faire des télescopes, en donnant à ce déménagement deux motifs principaux, et vous allez voir qu'on va retrouver des éléments de notre texte. D'une part, je cite Descartes, c'est une lettre à Ferrier, « Comme il arrive 1000 rencontres en travaillant qui ne se peuvent prévoir sur le papier et qui se corrigent souvent d'une parole lorsqu'on est présent, fin de citation, il est nécessaire que celui qui détient la science soit en présence continue de celui qui possède la compétence technique. » D'autre part, deuxième raison alléguée par Descartes pour que Jean Ferrier déménage, travailler dans un lieu isolé comme les Provinces-Unies, où il sera par ailleurs entièrement défrayé, donnerait à Ferrier, je cite, « tout le loisir de s'exercer, personne ne le divertirait, il serait éloigné des objets qui lui peuvent donner de l'inquiétude. » Fin de citation. Or, il est crucial de remarquer que ce projet d'une vie commune entre le philosophe et l'artisan s'est accompagné d'une profession d'amitié des plus chaleureuses. Nous vivrions comme frères, dit Descartes à Ferrier, amitié qui s'est dégradée avec une rapidité stupéfiante. 1 an et demi après l'invitation, qui ne sera jamais honorée, Descartes regrette amèrement d'avoir, je le cite, pour l'amour de Ferrier, abaissé sa pensée jusqu'aux moindres inventions des mécaniques, et il va finir par traiter l'artisan comme un vulgaire coquin. D'où mon hypothèse. Une institution comme celle dont Descartes forme le dessin en 1648 a été précisément imaginée pour soustraire la collaboration scientifique entre scientifiques et artisans au revirement de l'amitié, fondement décidément trop étroit et trop fragile, avec trop de questions d'affinité, incapable de tenir compte des inégalités, de conditions sociales, d'expertise scientifique, de carrière, etc., qui ne peuvent manquer d'exister entre ceux qui entreprennent de collaborer. Alors sans transition, je voudrais évoquer le second projet d'institution dédié à une pratique collaborative de la science dans l'œuvre de Descartes. Il s'agit donc, je cite toujours le texte de Baillet, c'est le texte 3 d'Exemplier, d'un dessin de conférence ou d'assemblée de savants que la reine Christine de Suède voulait établir en forme d'académie, dont elle devait être le chef et la protectrice, et Descartes le directeur. La reine ayant chargé Descartes de coucher le règlement de cette académie sur le papier, ce dernier s'exécute et lui remet le mémoire le 1er février, veille du jour fatal, juste avant le jour fatal où il s'est alité, atteint par le mal qui allait le conduire à la tombe. C'est donc littéralement le dernier projet qu'il a eu. Alors sans jamais préciser les disciplines ou les objets à discuter dans cette académie, le mémoire détaille les statuts ou le règlement de cette dernière en 10 points, rassurez-vous, je ne lirai pas le texte en entier, qui apporte des précisions, vous le verrez, je vous donne à peu près le plan du texte, sur l'identité des participants, sur la structure d'une séance, c'est-à-dire pour l'essentiel sur la répartition de la parole censée y avoir lieu, et enfin sur les modalités d'exercice de cette parole. Je résume à grands traits. Les participants sont de 2 types.
les sujets naturels du royaume, qui possèdent une voix consultative et délibérative, et les étrangers, qui ont seulement la liberté d'assister aux séances et d'éventuellement donner leur opinion si on les invite à le faire. Par ce moyen, Descartes entendait ménager la susceptibilité des savants locaux, mais également, je cite Baillet, de prévenir les désordres que le mélange des étrangers avait causé dans les académies des autres pays. C'est une mention un peu intrigante, on pourrait en discuter si vous voulez, un peu plus tard. Je laisse ce point de côté. Aucun autre critère, et c'est ça qui est important, social, de formation scientifique, de supériorité d'esprit, etc., n'est mentionné pour être admis dans cette académie. La structure d'une séance est la suivante. Une question déterminée, soumise par un académicien, est examinée. Ce dernier offre en premier sa solution, chacun parle ensuite à son rang, comme dit Baillet, tous retiendront toujours le même ordre entre eux, sans être interrompus. Plusieurs tours de table sont envisageables pour se défendre contre les objections des uns et des autres. Le cercle s'achève, soit, je cite, que le temps de la conférence soit expiré, soit que la reine décide de l'interrompre pour faire la faveur aux assistants de résoudre entièrement la question. Enfin, et j'arrêterai avec les citations après, celui qui ce jour-là aura parlé le second proposera une nouvelle question pour être examinée au cercle suivant, et il en expliquera brièvement le sens afin qu'il n'y ait point d'ambiguïté ni d'équivoque, et qu'elle soit clairement entendue de tout le monde. Alors, même exercice que tout à l'heure, je voudrais voir s'il y a du rapport avec des textes cartésiens. Je me contenterai de remarquer que cette structuration présente un air de famille saisissant avec la conception cartésienne de la science exposée dans les règles pour la direction de l'esprit. Alors certes, dans les règles, je le dis tout de suite, l'examen de la pluralité des opinions ne saurait en aucun cas être à l'ordre du jour. Touchant les objets qu'on s'est proposés, dit Descartes, il ne faut pas chercher quel a été le sentiment des autres. Il n'en demeure pas moins que la science, selon les règles, se constitue entièrement de questions singulières à résoudre, ce que Descartes appelle les questiones dans le texte latin. L'essentiel du travail de l'esprit, et les règles ne parlent au fond que de ça, c'est de déterminer aussi précisément que possible le sens de la question qu'il se propose d'examiner méthodiquement, le meilleur moyen d'éviter les disputes étant d'effacer, dit-il, toute obscurité du discours, ou bien encore de recueillir scrupuleusement les données susceptibles d'améliorer la compréhension de la question. On retrouve ce que je vous disais dans la citation du texte, poser une question sans ambiguïté ni équivoque. Alors qu'en est-il désormais, je terminerai sur ce point, des règles relatives aux modalités d'exercice de la parole pendant une séance? Elles sont prévues pour maintenir à l'équilibre un certain type de régime affectif favorable à la recherche de la vérité. Alors en parcourant très vite, vous vous en rendrez compte, à l'article 6, douceur et respect, ne pas faire paraître de mépris. À l'article 7, ne pas s'étudier à se contredire. À l'article 8, éviter les conversations trop froides, se défendre contre les raisons des autres, faire preuve de civilité et de retenue, défendre modestement ses opinions. À l'article 9, louer les raisons de ceux qui auront le plus approché de la vérité, etc., etc. Et à la toute fin du texte, c'est la fin de l'extrait dans l'exemplier, faire régner dans cette académie une liberté qui fût honnête et capable d'exciter ou d'entretenir l'ardeur des esprits. Alors il faudrait rapporter patiemment ces différentes prescriptions et le genre de dispositions affectives qu'elles peuvent favoriser aux différents lieux des passions de l'âme. Parce que tout ce vocabulaire-là apparaît très précisément dans les passions de l'âme. La faveur, le respect, ce sont des choses qui font l'objet de définitions très précises. Et Descartes publie les passions de l'âme quelques mois avant de faire ce règlement d'académie, donc il a ça très bien à l'esprit. Alors dans les limites qui sont les miennes, je voudrais simplement souligner que la sociabilité dont Descartes esquisse les règles pour cette académie, elle paraît surtout destinée à garantir une saine émulation, c'est-à-dire une émulation qui, tout en provoquant la rivalité par le désir de réussir et d'être reconnu, surtout d'être reconnu par la reine Christine de Suède, ne donne aucune occasion de blesser l'estime que chacun doit avoir de son propre mérite. L'estime et le mépris sont au cœur de ce texte-là. L'estime et le mépris qui fait que l'on considère la grandeur ou au contraire, ce sont dans les passions de l'âme, la petitesse de ce que l'on estime ou méprise, sont au cœur du dispositif imaginé par Descartes. Or, s'il est possible de s'estimer ou de se mépriser soi-même, dit Descartes, notamment à raison de l'estime et du mépris que les autres font de nous, il est bien clair qu'une institution savante souhaitant éviter toute dispute, sans pour autant refroidir l'ardeur des esprits, doit à la fois prescrire des attitudes et mettre en place des règles qui empêchent que les esprits s'échauffent plus qu'il ne faut. Ce projet frappe donc par la façon dont il prétend composer avec ce que l'on pourrait appeler les passions typiques du monde académique. Il s'agit surtout d'éviter le mépris des autres pour assurer à chacun l'estime de soi. Nous sommes loin d'une pratique collaborative de la science fondée sur l'amitié, c'est-à-dire sur l'estime que nous faisons des autres, de nos égaux, à raison de l'affection que nous avons pour eux.
Avec l'institutionnalisation de la collaboration scientifique, on passe en quelque sorte d'une sociabilité chaude, fondée sur l'estime réciproque de ceux qui recherchent la vérité entre égaux, à une sociabilité plus froide, sans être trop froide, comme dit Descartes, entretenue par des règlements qui gardent chacun d'éprouver du mépris à l'égard des autres. Alors je conclus brièvement, je vois qu'il me reste 1 minute. Si Descartes, surtout à la fin de sa vie, s'est intéressé aux cadres dans lesquels pourrait s'inscrire une pratique collaborative de la science, c'est justement parce qu'il convient d'organiser cette pratique au lieu d'espérer qu'elle naisse spontanément. Certes, je l'ai déjà dit, le principe d'un égal partage du bon sens a ceci de précieux que nous pouvons être instruits par les raisonnements que chacun peut faire dans les affaires qui se présentent, etc., etc. Certes, il est possible de se lancer dans la recherche de la vérité avec ceux que, soit par affinité, soit par jugement, nous estimons être nos égaux, c'est-à-dire nos amis. Mais dans l'un et l'autre cas, la rénovation et l'avancement des sciences ne sauraient véritablement avoir lieu dans un périmètre aussi restreint. Le grand projet qu'expose Descartes dans la 6e partie du discours de la méthode, celui d'un progrès scientifique conduisant peu à peu, je le cite, à l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, tout cela exige des institutions et une organisation sociale à sa mesure qui tiennent compte des différences de conditions sociales, de tempérament, de l'inégal degré de culture entre les esprits, des antipathies et sympathies qui risquent à tout moment de mettre en péril la collaboration. Si une certaine forme d'égalité est à l'horizon de ce vaste programme, elle ne saurait donc, sauf naïveté, en constituer le véritable point de départ, pas plus d'ailleurs que le degré zéro du bon sens ne saurait être confondu avec la science elle-même. Je vous remercie.